Alors voyons maintenant Adam Smith. Évidemment, il est hors de question ici de rentrer dans le détail de sa pensée ou de ses influences et héritages multiples. On va donc avec Pierre Musso se contenter de considérer son apport à la question du travail et de l'industrie. L'apport essentiel d'Adam Smith est sa théorie de la valeur. Pour lui, c'est le travail qui crée de la valeur. En affirmant cela, Adam Smith veut fortement souligner que le créateur de valeur, c'est l'homme et non pas la nature. En affirmant cela, il s'oppose aux physiocrates français, ses contemporains, et qui furent les premiers à se dire économistes, pour qui c'est la nature, la terre, l'agriculture qui crée de la valeur et qui est la source de la richesse d'une nation. Alors pourquoi Adam Smith propose-t-il d'associer travail et valeur? D'après Pierre Musso, il le fait parce qu'il est l'héritier du ficelage entre la foi et la raison de l'esprit pré-industriel. Dans cette représentation, dont on a vu les racines dans la règle de saint Benoît, et que partage encore Adam Smith, la valeur travail répond à une exigence morale, voire religieuse. Tout son raisonnement est bâti sur le travail, sa valeur, sa mesure et sa division. L'homme est un travailleur et la nation repose sur son travail. Adam Smith est aussi l'héritier de l'utopie baconienne, il en reprend la conception de la fin et des moyens, du pourquoi et du comment. Du côté des moyens, on a les améliorations techno-scientifiques et la division rationnelle du travail. Concernant la fin, et donc la légitimité, Adam Smith rappelle que le but des améliorations techniques est toujours d'améliorer l'habileté des travailleurs pour leur faire gagner du temps. Par la multiplication des productions, la division du travail crée l'opulence et la richesse. La technique fait gagner du temps, la division du travail crée la richesse, le temps gagné et la richesse créée sont donc les résultats souhaitables. Mais surtout, ils ont cette caractéristique singulière, évidente pour nous aujourd'hui, d'être des résultats mesurables, démontrables et déclinables dans toutes les manufactures. Selon Pierre Musso, Adam Smith a surestimé le rôle de la division du travail dans l'industrialisation de l'Angleterre. En réalité, selon lui, selon Pierre Musso, elle est le résultat de l'alliage de l'homme et de la machine dans la production. L'industrialisation apporte la généralisation systématique des machines, l'organisation de l'atelier et de la manufacture et la recherche de la productivité du travail. Selon cette définition, l'agriculture contemporaine est bel et bien une agriculture industrielle, par exemple. Pour Adam Smith, l'industrie est liée à la liberté, à la paix, au bonheur et aux richesses, ce qui au XVIIIe siècle était tout à fait pardonnable. L'industrie prend pour lui une valeur sacrée en même temps que la valeur travail. La plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle de sa propre industrie, écrit Adam Smith. En effet, l'industrie ainsi considérée possède une force créatrice, démiurgique, quasi divine. L'encyclopédie constitue pour Pierre Musso le texte fondateur de la religion industrielle, sa Bible moderne. Dans cette Bible, sur laquelle je ne vais encore une fois pas m'attarder, les encyclopédistes adoptent une démarche empirique. Partant de l'observation et de la description de la manufacture, ils dissèquent les professions mécaniques et contribuent comme les Lumières écossaises à la réhabilitation du travail manuel.
Le but de Diderot, dans l'encyclopédie, est moins de livrer des connaissances que de changer la façon ordinaire de penser selon la formule de Cassirer. Pour Diderot, tout le corps pense, à commencer par la main. Il s'agit donc d'appliquer les savoirs observés dans les corps comme le fera Taylor plus d'un siècle plus tard. Une fois ces savoirs tirés, révélés, extraits, la machine pourra les reproduire en mieux, c'est-à-dire plus efficacement. Et en effet, Diderot ne perçoit la machine que de façon positive. Elle complète et amplifie le travail humain et elle soulage la peine du travailleur. Au XVIIIe siècle donc, l'académie, les clubs et les sociétés savantes d'un côté de la Manche, puis les salons et l'encyclopédie de l'autre, ont posé les 5 piliers de la religion industrielle. La science, le travail, l'humanité, l'histoire et le progrès. Tout le XIXe siècle va s'employer à un travail de liaison, d'assemblage, de mise en système de ces notions au nom de l'utilité.